La nature communique-t-elle avec nous? C'est la question à laquelle veut répondre l'exposition de l'artiste Afi Elikplim Akogounia. Les interactions de l'homme avec son environnement immédiat font de ce dernier une victime. C'est ma toute première exposition qui est intitulée Alodo, qui veut dire entraide. Selon moi, la nature est menacée. Et par rapport à l'exposition, j'ai essayé de parler des 4 éléments. J'ai essayé de représenter les 4 éléments de la nature par le bois, la terre, l'eau, l'air et le feu. La nature est menacée parce que, par exemple, au niveau de la culture, au niveau des champs, beaucoup de cultivateurs utilisent des engrais pour faire pousser les aliments. Et ça a des effets nocifs sur notre santé. L'air aussi est pollué. Donc c'est à base de tout ça que je me suis inspirée pour faire mes créations. Cette exposition de l'artiste est une invite à revenir à la case départ où Dame Nature, fort de tout son potentiel, distribue à tous les humains et les animaux et selon leurs besoins, les richesses dont elle dispose. Tout simplement, moi je voudrais dire que l'humanité doit s'entraider pour redonner à la nature ce qu'elle nous a donné depuis des milliers d'années. Cette exposition n'a pas laissé sans voix les visiteurs. Selon les participants, cette première exposition n'est que le départ d'une aventure culturelle riche en surprises. Je vous invite à venir voir l'expo d'Afi, sa première expo solo à l'atelier Taillé. Expo exceptionnelle, c'est une artiste qui a plein de talent. À mon avis, elle n'a pas fini de nous surprendre. Là, elle nous révèle déjà une partie d'elle-même, mais je pense que ce n'est pas terminé. Avec son époux aussi, je trouve qu'ils sont très complémentaires. Et à eux deux, ils ont véritablement un parcours à souligner. Et vraiment bravo. Bravo, bon encouragement à elle. Elle a parlé de l'environnement. Et c'est bien parce que c'est abstrait d'abord. C'est une sculpture un peu... C'est une forme de sculpture qu'on peut dire que c'est abstrait, ça n'a pas... Il n'y a pas de visage, c'est intriguant et c'est bien. C'est quelque chose qui est prometteur, quelque chose qui est fort. Et la composition est très bien faite et l'installation est très bien faite. C'est de très belles œuvres. Après 2 ans d'études en anglais à l'université de Lomé, Elikplim Afi Akogounia s'est orienté vers l'art, la sculpture sur le bois et le design. La sculpture explore les conditions humaines par le biais de formes hybrides et colorées. Son design, quant à lui, développe une série illimitée de mobilier en bois. La qualité des services de santé est l'un des aspects les plus fondamentaux des exigences en matière de santé, tant pour le personnel que pour les bénéficiaires. Le constat majeur est que l'accès des populations aux soins de santé de qualité est limité. Les structures et les équipements pour certains soins spécifiques sont largement insuffisants. Dans l'optique d'améliorer la gouvernance sanitaire, le gouvernement togolais a distribué pour 15 milliards de francs CFA d'équipements médicaux dans 160 hôpitaux à travers le pays. Objectif, améliorer l'offre de soins en faveur des populations et répondre de manière plus efficace aux besoins exprimés dans tous les districts sanitaires du pays. Ces lots d'équipements s'ajoutent à la liste des initiatives déjà entreprises par le gouvernement togolais pour rehausser la qualité de l'offre de soins, surtout en faveur des populations les plus vulnérables. Au nombre de celles-ci, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, la construction de structures modernes dans les régions, à l'instar des hôpitaux mère-enfant, la mise en place des programmes dédiés à la santé maternelle et infantile, ainsi que le renforcement de capacités du personnel de santé. Les équipements acquis comprennent plus de 7000 lits et 15 appareils d'imagerie, 50 microscopes, 7 ambulances médicalisées, 200 motos et 100 réfrigérateurs. Ces investissements permettent de moderniser les infrastructures existantes et de renforcer les capacités des hôpitaux togolais, afin d'assurer le bon fonctionnement des équipements et à rendre durable leur impact sur les services de santé. Le gouvernement prévoit de mettre en place un système rigoureux de suivi et de maintenance.
Les maladies tropicales négligées MTN demeurent un enjeu de santé publique majeur en Afrique et le Togo n'échappe pas à cette réalité. Si les causes directes des MTN sont souvent infectieuses, les facteurs de risque associés, notamment les habitudes alimentaires et le mode de vie, contribuent à leur aggravation. L'enquête STEPS, réalisée sur toute l'étendue du territoire togolais de décembre 2021 à février 2022, met en lumière des comportements préoccupants comme l'ajout excessif de sel dans les repas. Selon les résultats, 12,8% des Togolais adultes ajoutaient régulièrement du sel ou de la sauce salée à leur plat juste avant ou pendant le repas. Ce comportement, plus courant chez les hommes que chez les femmes, tend à diminuer avec l'âge, la tranche des 45-69 ans étant la moins touchée. En moyenne, les Togolais consomment 9,3 grammes de sel par jour, soit presque le double des 5 grammes recommandés par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette surconsommation augmente les risques d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérébraux, de maladies rénales et de troubles métaboliques. En contexte tropical, ces complications peuvent exacerber la vulnérabilité des populations face aux MTN, compromettant la lutte contre certains MTN, notamment celle aggravée par la rétention d'eau et l'hypertension, freinant aussi les efforts de prévention. Limiter la consommation de sel est essentiel pour préserver sa santé. Chaque personne est invitée à repenser ses habitudes alimentaires en réduisant les ajouts de sel au repas. Cet effort, bien qu'individuel, peut avoir un impact collectif sur la prévention des maladies et sur l'amélioration durable de la santé publique au Togo. Maladie chronique qui se caractérise par un taux surélevé de sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie, le diabète affecte entre 6 et 7% de la population togolaise. Malheureusement, ces chiffres sont bien en deçà de la réalité puisque de nombreuses personnes ne sont pas encore conscientes qu'elles souffrent de la maladie. Cette journée du 14 novembre est dédiée à la maladie par la communauté internationale et ayant pour but de mieux faire connaître la maladie et surtout son ampleur. Les causes sont complexes, mais le diabète se rencontre plus majoritairement chez les hommes que chez les femmes, entraînant des maux comme la cécité, les insuffisances rénales, les accidents cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et à cela s'ajoutent les amputations des membres inférieurs dans la plupart des cas. Ainsi, la célébration de cette journée veut placer le bien-être au cœur de la prise en charge des personnes souffrant de cette maladie chronique afin de leur garantir une meilleure qualité de vie. Chaque année, dès août, les agriculteurs entament le séchage de ces piments pour préserver un héritage unique. Le poivron rouge, également appelé noara, transformé en poudre de poivron rouge, est un produit bien connu au Maroc, en particulier dans cette région où il est réputé pour sa haute qualité. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le climat favorable. On peut dire que s'il était cultivé dans une autre région, il ne produirait pas la même qualité. La production de poivron rouge suit 3 étapes essentielles. La récolte, le séchage au soleil et la transformation en épices au sein d'une coopérative locale. Une fois séchés, les poivrons sont broyés, tamisés et conditionnés. 6 kg de poivrons frais produisent 1 kg de poudre. Malgré la baisse des surfaces cultivées due à la sécheresse, les exportations se maintiennent à un bon niveau. Chaque année, 6 tonnes de produits sont expédiées dans le Maghreb et en Europe. Nous exportons la moitié de la production, à la fois du poivron rouge séché et de la poudre de poivron rouge, ce qui représente environ 6 tonnes. Parmi les principaux pays vers lesquels nous exportons, il y a l'Espagne et l'Algérie pour des variétés à la fois douces et piquantes. Malgré les défis climatiques, Ouled Ali Loued reste un centre incontournable pour ce patrimoine agricole marocain. Issu de relations entre des soldats britanniques en faction au Kenya avec des femmes de ce pays, des enfants métis en quête identitaire sont sur le point d'être emmenés en Grande-Bretagne par un avocat afin de confronter les autorités aux centaines de cas signalés au fil des ans. Margaret Wanja était employée de bar. J'ai appris que j'étais enceinte au bout de 3 mois.
Je devais m'occuper de la grossesse, mais aucune idée du père. Je ne savais pas si les troupes étaient toujours là ou partis. J'ai découvert que mon enfant était biracial lorsque j'ai accouché. Aujourd'hui, Luis Gitonga, le fils de Margaret, a 26 ans et il a fait les frais d'une pression sociale dont il se souvient rien que pour la couleur de sa peau, jugée trop blanche. Partout où je passe, les gens m'appellent un homme blanc, d'autres me traitent d'albinos. Ces appellations me font beaucoup de mal et me blessent. Je voudrais savoir qui est mon vrai père et pourquoi il m'a laissé à la lutte. De retour à Nanyuki, Generika Namoru, 29 ans, retrouve sa nouvelle maison après avoir quitté le poste d'Archer où elle avait rencontré le père de sa fille. Elle n'a rien oublié du soldat. Nous étions en contact, mais il refusait de m'apporter son soutien. J'ai finalement décidé de poursuivre l'affaire par mes propres moyens juridiques. Chaque fois que je me suis rendu dans les bureaux du Batouk, on m'a dit que le commandant était écossais et qu'il ne m'écouterait pas. Parfois, ils m'ont même empêché de franchir la porte. Marion Mutugi, commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, compte sur la bonne coopération de la Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique doit faire preuve de bonne volonté. Dites-nous qui sont ces hommes qui ont été déployés là-bas. Enquêtez sur eux, faites des études de paternité et nous réglerons cette affaire une fois pour toutes. La crise identitaire ne touche que les enfants nés de pères de race blanche, selon l'avocat kenyan Kelvin Gubai, représentant 10 enfants de militaires britanniques passés au Kenya. Le corridor de Lobito, au cœur de la visite du président Joe Biden en Angola. La ligne ferroviaire relie le nord-est de la Zambie au port angolais de Lobito, en passant par la RDC. Un projet cofinancé par l'Union européenne et les États-Unis pour concurrencer la Chine dans l'accès au cobalt et au cuivre. L'économie verte aura un impact beaucoup plus important sur l'économie mondiale à l'avenir. Si les États-Unis ont une longueur d'avance dans ce domaine, il est très probable qu'ils conserveront le leadership de l'économie mondiale. S'ils ne le font pas, on pourrait dire que les Chinois sont susceptibles de prendre le pas sur l'économie américaine. L'ambition de la RDC, de l'Angola et de la Zambie, remettre sur pied les voies ferroviaires issues de la colonisation pour acheminer plus rapidement et plus écologiquement les minerais et les matières premières que par camion. Il devrait y avoir beaucoup plus d'échanges entre le Congo, la Zambie et le côté occidental du globe, pour ainsi dire. Pourquoi est-ce que je dis le côté occidental? Parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des ressources minérales essentielles et des minéraux stratégiques sont exportés depuis l'est de l'Afrique, principalement via Dar es Salaam, vers la Chine et l'Asie. Into China and Asia. Le voyage de Joe Biden concrétise sa promesse de se rendre en Afrique au cours de sa présidence, mais il intervient juste à la fin de son mandat et l'avenir du projet Lobito dépend désormais de l'administration entrante de Donald Trump. En Namibie, l'opposition demande l'annulation des élections générales de mercredi dernier. S'exprimant juste avant la fermeture des bureaux de vote le dernier jour du scrutin, le principal candidat de l'opposition, Panduleni Itula, a déclaré samedi que son parti ne reconnaîtrait pas les résultats d'une élection prolongée de manière controversée et marquée par des allégations de fraude. Le vote avait dû être prolongé indéfiniment face aux immenses files d'électeurs. Il a duré jusqu'au jeudi matin, bien au-delà de la fermeture officielle des bureaux, qui était fixée au mercredi soir. Les premiers résultats du scrutin plaçaient déjà la candidate du parti historique au pouvoir, Netumbo Nandi Ndaitwah, en tête avec 48% des voix, suivi de Panduleni Itula, crédité de 29%, après le dépouillement de 10 des 121 circonscriptions du pays. Le parti d'Itula de l'Independent Patriot of Change, IPC, espère mettre fin à 34 ans de règne de la South West Africa People Organization, SWAPO.
Le nouveau Premier ministre de l'île Maurice souhaite renégocier les accords conclus avec le Royaume-Uni sur l'avenir des îles Chagos. Arrivé au pouvoir il y a tout juste 2 semaines, Nevin Ramgoolam a déclaré au Parlement mauricien avoir demandé une révision et que les conclusions seraient examinées par son cabinet. Selon cet accord, qui reste encore à signer, le Royaume-Uni renoncerait à sa souveraineté sur l'archipel, mais conserverait un bail de 99 ans sur Diego Garcia, où se trouve une importante base aérienne militaire américano-britannique. Un porte-parole du Premier ministre britannique, Keir Starmer, a déclaré cette semaine que son homologue mauricien était ouvert à cet accord historique. Certains groupes représentant les intérêts des Chagossiens ont également exprimé leur inquiétude, estimant avoir été exclus des négociations. De retour chez eux à la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, les populations du sud du Liban se lancent dans une vaste opération de nettoyage. Dans la ville de Nabatiyeh, les opérateurs économiques affrontent très tôt les gravats en vue de la reprise des affaires. Nous sommes arrivés à un stade où nous ne savons pas ce que nous allons faire. Comment allons-nous enlever les débris? Comment allons-nous démarrer notre activité? Il n'y a pas de fonds. C'est pourquoi j'ai commencé à travailler à mon propre compte. Nous devons reconstruire. Nous devons nous relever. La vie ne s'arrête pas. Quelque chose nous a été imposé et nous étions prêts à le faire. Nous devrions commencer au moins pour le bien des martyrs et des familles qui sont décédées. Nous devons continuer.